Bonjour, je m'appelle Manon Fossat. Bienvenue dans le podcast Les Géants du rugby. Dans cet épisode, Fabien Pelouse nous emmène avec lui au cœur de la mêlée bleue pour revivre la Coupe du Monde de 2007 de façon intimiste. La seconde partie débute à l'aube du quart de finale mythique entre la France et la Nouvelle-Zélande. Le match a lieu au Pays de Galles. Les Bleus arrivent à Cardiff dans l'indifférence générale. Pour faire monter la pression dans le bus qui les mène au Millennium Stadium, le troisième ligne Serge Betsen propose à ses copains de regarder une vidéo qu'il a lui-même préparée. Il nous faut un maximum de confiance pour aborder ce match-là. Et en fait, ça nous remet dans l'état d'esprit de se dire on est capable de ça. Et en plus, il avait agrémenté du film du moment, les 300, qui est quand même un film qui valorise beaucoup la testostérone. On va le dire comme ça. En tout cas, se mettre dans un état d'esprit de tout donner jusqu'à l'expression mourir sur le terrain, alors que c'est pas vrai, hein. On n'est pas prêt à ça, quand même. Il faut tout relativiser. Mais dans cet état d'esprit de se dire, on va tout laisser sur le terrain, quoi, en tout cas. Et pour battre les Blacks, il fallait ça, quoi. L'atmosphère, en fait, en arrivant au match, au Millennium, ça je m'en souviens très bien. C'est un moment, c'était un moment où on sentait vraiment de la tension. Il y avait une électricité dans l'air. Je n'arrive pas vraiment à le définir, mais il y avait vraiment de l'électricité dans l'air. Et puis durant la semaine, en fait, il y a eu quand même ce moment où tu te dis mais qu'est-ce qu'on va faire pendant le haka? Parce qu'il y a ça quand on prépare les Blacks, hein. Il y a qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est Serge Betsen qui a eu l'idée. Il y avait un petit conseil des sages qui avait été monté pour gérer un petit peu la vie de groupe. Et là, en l'occurrence, c'est Serge qui avait eu, au cours de nos réunions, cette idée de se mettre en bleu, blanc, rouge face à eux. Voilà les Français qui vont défier le haka, messieurs. Les Français se sont mis sur la ligne médiane à quoi 1m50 simplement des All Blacks. Pour le haka, ça il donne la couleur, là, Pierre Albaladejo, hein, les Français. Oui, je vais vous dire, je n'apprécie pas du tout d'ailleurs. C'est une chose qu'il faut respecter. Et Dieu sait si on aime le haka, si on l'a aimé, si on doit l'aimer et le protéger. Je ne vois pas du tout ce qu'on vient de défier les gars à 2 mètres d'eux. Je trouve ça un petit peu provocateur finalement. Ils sont en train d'exécuter le haka. Et pour l'instant, effectivement, c'est Karleman qui va le conduire, bien sûr. C'est l'équipementier de l'époque qui nous fournit les t-shirts, en fait, bleu, blanc, rouge. Donc on arrive tant bien que mal, même si on est rugbyman, à se mettre dans l'ordre, bleu, blanc et rouge, et on fait face, et on leur fait face, en fait. Alors il y en a qui veulent avancer, il y en a qui veulent rester là, mais en tout cas on fait bloc et on se met tous ensemble et on reste, et voilà, on avance un petit peu vers eux et on lance le défi. On lance le défi, en fait. C'est ça, ce moment, le moment que l'on veut leur imposer. C'est de lancer le défi. Et moi, c'était ma 117e sélection. J'en avais connu des Marseillaises, j'avais connu des haka. Le moment de fierté que j'ai ressenti à ce moment-là, je ne l'avais jamais ressenti. J'ai encore les poils quand j'en parle. C'est que, en fait, le message était clair. Hein. C'était vous êtes certainement les meilleurs joueurs du monde, la meilleure équipe du monde, mais pour nous battre aujourd'hui, il va falloir marcher sur nos couleurs. Et ça, on n'était pas du tout prêt à le laisser faire. Et donc, ça nous a rapprochés et ça nous a galvanisés. Messieurs, la Marseillaise. Et moi, c'est ma 117e sélection, et c'est la première fois que je chante la Marseillaise. Parce que c'était peut-être mon dernier, voilà, et que je me disais, j'avais jamais connu ça non plus. Hein. Alors, traditionnellement, on me l'a reproché durant ma carrière de ne pas chanter la Marseillaise, mais la première fois que j'avais été sélectionné, un peu pris par l'émotion, certainement, je n'avais pas chanté la Marseillaise. Et puis ça ne se faisait pas trop à l'époque de chanter la Marseillaise. Et donc, par tradition, je dis, comment ça s'était bien passé quand même la première fois. La deuxième fois, je n'avais pas chanté la Marseillaise. Et la troisième, et bon, voilà comment naissent les petits travers comme ça. Certains, c'était toujours la chaussette gauche avant, voilà. Mais moi, je chantais pas la Marseillaise. Et là, je me suis dit, je vais la chanter de toute façon, parce que c'est peut-être mon dernier match, donc j'aurais connu ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'avais ressenti cette électricité un peu dans le stade, parce que c'était peut-être aussi un moment différent pour moi. Le Millennium Stadium est plein à craquer. 72 000 spectateurs, dont 20 000 Français.
Les flashs crépitent de partout et le début de rencontre est âpre. Après seulement 5 minutes de jeu, le 3e ligne Serge Betsen se retrouve totalement KO après un choc face à un Néo-Zélandais. Il n'a pas encore bougé. Il n'a pas fait le petit signe pour rassurer la famille. C'est ce qui impressionne. Il est en position latérale de sécurité. Là. Il est sur le côté. On est en train de s'occuper de lui. L'équipe médicale est là également. Hein. Il y a Xavier Gousse bien sûr qui est là. Et pendant ce temps-là, les All Blacks sont en conciliabule à l'intérieur de leur propre moitié de terrain. Attention, une fois qui s'est écroulé face à Roko Soko, il a tenté de se relever et là il n'a pas pu se relever et il s'est effondré sur le terrain. Donc c'est beaucoup plus grave que nous pouvons le penser. Et l'inquiétude des joueurs de l'équipe de France. Serge Betsen finit par reprendre connaissance, mais il est totalement groggy et doit quitter la pelouse. Eh bien, l'arbitre, M. Barnes, siffle la fin de cette première mi-temps, qui voit donc la Nouvelle-Zélande menée de 10 points, 13-3. Rapport entre le marque et la qualité du jeu pratiqué, etc., c'est pas cher payé quand même pour les Blacks. Hein. Non, je crois qu'ils ont engrangé le strict minimum vu la supériorité technique des Néo-Zélandais. C'est vrai qu'avoir 10 points d'avance, ma foi, rien n'est perdu. Dans les vestiaires, Bernard Laporte harangue ses joueurs. Vous ne lâchez pas, le match n'est pas fait. Les 40 minutes à venir peuvent être les plus belles de votre carrière. Les Bleus entrent sur le terrain, plus déterminés que jamais. Devant les poteaux néo-zélandais, on est en position de pouvoir marquer. Avec Elissal, c'est parti, Josion. Avec Claire du sautoir, il y a un essai. Essai de du sautoir. Ah oui, essai de du sautoir qui a transpercé la défense néo-zélandaise à la 53e minute. Et pour l'instant, eh bien écoutez, nous revenons et nous allons peut-être, si cet essai est transformé, être à égalité avec les Néo-Zélandais. Eh oui, rien n'est joué. Thierry Dusautoir marque, alors c'est marrant, hein, mais la corrélation des choses, il marque quasiment exactement dans la même position que Titou Lamaison avait marqué quand on avait joué contre les Anglais à Twickenham pour les battre. Et donc tu vois, il y a des flashs comme ça qui reviennent, c'était 10 ans avant, hein, mais il y a des flashs qui reviennent comme ça, et le match il commence à basculer quoi. Il commence à basculer. C'est vrai qu'on a quelques minutes là où on est irrésistible en fait. Allez, la soirée peut devenir magique. Hein. Il reste 25 minutes, 13-13. Moins de 10 minutes après l'égalisation française, les All Blacks marquent un nouvel essai et mènent 18-13. Le jeune et fougueux Frédéric Michalak entre alors en jeu au poste de demi d'ouverture. Allez, c'est parti ici avec Harry Lordoki qui a donné à Traille, qui a pu donner à Michalak. Michalak va-t-il partir? Oh là, il y aura un essai français. C'est Josion à l'intérieur de Michalak. Formidable essai. Magnifique essai. L'issue de cette percée extraordinaire de Fred Michalak qui a été rattrapé. Et puis ensuite est arrivé Yannick Josion. Voilà pour marquer cet essai. 18-18 et maintenant il va falloir transformer et peut-être que l'équipe de France va enfin prendre l'avantage dans cette rencontre. Quelle percée de Michalak avec tout le une action, voilà, avec ce que Fred représentait à l'époque, c'est-à-dire de l'inspiration, et il voit l'espace et il le prend et il arrive ensuite à faire jouer ses partenaires et ça aboutit à l'essai. Et là on sent qu'on tient quelque chose. On tient quelque chose, mais pas tout quand même. Mais pas tout, parce qu'ils sont pas loin quand même. Il y a de la tension jusqu'au bout. Voilà. Et là, il faut résister. Ça a tenu parce que, je pense que stratégiquement aussi, ils se sont un petit peu trompés quand même. Il faut bien le reconnaître quand même. Ils étaient 10 fois en position de tenter un drop, ils l'ont jamais tenté. Je veux pas dire de bêtises, mais on prend une pénalité sur les 40 minutes de la mi-temps. Ça n'existe pas en rugby. Donc il fallait tout pour battre les Blacks à ce moment-là. Il fallait le brin de réussite, on l'a eu, parce qu'effectivement peut-être qu'il y a un peu en avance sur la passe de Fred Michalak à Yannick Josion sur l'essai. Il y a peut-être des fautes qui n'ont pas été sifflées. Il y a le fait qu'on ait eu cette réussite-là. Il faut tout pour battre les Blacks à ce moment-là. Et ce jour-là, on l'a eu. On est en demi-finale. En demi-finale, messieurs. L'équipe de France a battu la Nouvelle-Zélande. Est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. C'est l'explosion de joie parce que même si on y croyait,
tu peux pas t'empêcher de te dire quand même, c'est peut-être la fin de la Coupe du Monde, de notre Coupe du Monde. Et non, on la prolonge quand même. On la prolonge. Là, c'est l'euphorie, tout le monde se saute dans les bras. On est heureux. Je pas dire on a gagné notre finale, mais ça ressemble quand même un peu à ça quand même. Bravo à tous ces joueurs qui ont, après le premier match contre l'Argentine, subi beaucoup de choses. Des fois des choses indécentes de la part de ces joueurs, mais qui oublient. C'est vrai qu'Alzheimer, ça arrive plus vite, peut-être maintenant chez les jeunes qu'avant, mais c'est l'évolution de la société, ça. On n'est peut-être pas la meilleure équipe du monde, mais on est toujours en course. À leur retour en France, les héros de Cardiff sont accueillis par des supporters en liesse venus avec du champagne à l'aéroport. L'engouement gagne toute la France et même les cours de récréation. Les mêlées sur le bitume de la cour de récréation, ça faisait vraiment beaucoup de dégâts et on a dû imposer une règle de pas de rugby à l'école. On peut instaurer un apprentissage du rugby, même dans le préau avec des tapis, etc. Mais il faut reproduire des conditions adéquates pour les enfants. On ne peut pas les envoyer uniquement pour ensuite jouer à l'infirmier. Les Bleus doivent eux aussi soigner leurs bobos. Il reste une semaine avant la demi-finale contre l'Angleterre. C'est une semaine où tu essaies de réparer les plaies, parce que tu as gagné contre les Blacks, certes, mais il a fallu y mettre beaucoup d'énergie quand même. Donc il faut soigner les plaies, se récupérer. Et après, préparer techniquement ce match avec quand même des antécédents parce qu'on les avait joués pour les matchs de warm-up, de préparation. Et donc, on était, on avait des billes là pour préparer le match. On partait pas dans l'inconnu quand même. Cette fois, on y est. Les deux équipes sont dans le tunnel face à l'entrée de la pelouse. Alors, est-ce qu'elle a encore des épines, cette rose championne du monde? Est-ce que le 15 de France va réussir à la traverser? Alors que vraiment ça monte, c'est en train de bouillir là dans ce Stade de France, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde, c'est le tenant du titre. Non, ils nous ont mis sous pression et toujours pareil, hein, mais comme les Argentins avaient fait, ils nous ont mis sous pression par du jeu au pied, par le fait de ne pas engager trop de jeu à la main et ça a suffi pour nous, ça a suffi. On était une équipe qui n'était peut-être pas faite pour résister à ce jeu-là, certainement. Après 24 minutes de jeu, toujours un petit point d'avance, 6-5 en faveur de cette équipe de France qui tente beaucoup et des Anglais qui tentent moins. C'était un peu ce que l'on attendait, Pierrot. Oui, mais il se méfie beaucoup des trois quarts français et la défense anglaise est quand même assez hermétique, alors que je pense que Pelouse va sortir et que va rentrer Sébastien Chabal. Sébastien Chabal, on ne l'attendait pas si tôt dans l'équipe de France car son rôle est de rentrer dans la dernière demi-heure. Il est en train de rentrer la dernière demi-heure pour faire la différence comme un joueur d'impact qu'il est. Car lorsque l'équipe de France l'a aligné dès le départ, il n'a jamais tenu la distance. Bon, mais là, il faut faire avec la blessure de Pelouse. Et à la 25e minute, rentre Sébastien Chabal. Pelouse est sorti. La faute à Johnny Wilkinson qui me plaque sur un fond de touche et j'ai un cartilage de côte qui se fissure. Et pour pousser en mêlée avec un cartilage de côte cassé, c'est compliqué. J'ai essayé une ou deux mêlées, c'était vraiment trop douloureux. Et donc je sors avant la mi-temps. Mais encore avec l'espoir que le job il va être fait, quoi. C'est le dernier ballon de ce match. Le ballon de tous les espoirs et de tous les désespoirs aussi. Le regroupement à l'avantage des Français. Elissalde qui donne son dernier ballon à Josion. Josion, attention Michalak. Michalak qui a donné ici à Claire. Claire qui a les jambes qu'il faut pour amener le jeu dans les 22 mètres adverses. Et on garde le ballon au sol. Donc il est jouable. Donc les espoirs sont encore permis. Michalak, c'est parti avec Dominici. Le jeu latéral, ça fait rien, on conserve la balle. Il va falloir trouver une issue à cette défense hermétique des Anglais. Michalak à nouveau. Michalak qui ici en percussion va donner à Josion. La balle dans le regroupement est à l'avantage toujours des Français. Nous sommes dans les 22 mètres adverses. Et l'arbitre va siffler la fin du match. La fin de nos espoirs. La fin de nos espoirs. La fin du rêve aussi. Oh mon Dieu. Et 7 minutes 30 qui s'est déroulée. La France s'incline 14-9. Fabien Pelouse, blessé, réalise depuis les tribunes aux côtés de son ami Raphaël Ibanez que ce match était son tout dernier avec le 15 de France.
C'est la fin, on est avec Rafa, justement, Raphaël Ibanez, à côté l'un de l'autre, on se regarde et on dit voilà, c'était une belle tranche de vie quand même. Voilà. Mais on savait l'un et l'autre que c'était, en tout cas notre dernière Coupe du Monde, que certainement on allait annoncer notre retraite internationale après cette Coupe du Monde. Et donc, voilà, c'est la fin. Dans les vestiaires, le silence est assourdissant. Le retour en quart vers l'hôtel est lugubre. Certains joueurs se retrouvent au bar, mais le cœur n'y est pas. Fabien Pelous est assis sur le carrelage, à même le sol, le regard hagard. Comme il n'y a pas de mots, comme on est tous dégoûtés, dépités, en fait, on fait les choses pour les faire, quoi. Parce que c'est dans le protocole et qu'on les fait, mais il n'y a plus d'envie, d'enthousiasme dans quoi que ce soit. Et, de fait. Donc en fait, on enchaîne de manière automatique ce que le protocole nous impose, mais le cœur n'y est plus, quoi. Le cœur n'y est plus. 42 jours après le match d'ouverture entre la France et l'Argentine, les deux équipes s'affrontent au Parc des Princes pour ce que l'on appelle la petite finale, le match pour la 3e place. Mais le fait de retrouver ceux qui nous sont perturbés toute la Coupe du Monde, finalement, le sort l'a voulu ainsi, et c'est pas mal. On a une petite revanche à prendre bien sympathique. On va boucler la boucle. Les Argentins ne veulent pas repartir chez eux sans avoir confirmé qu'ils étaient meilleurs que nous, que les élèves avaient dépassé les maîtres. Alors c'est un jeu plein d'attrait, un match plein d'attrait. Et puis pour une médaille en chocolat, une médaille de bronze, mais c'est pas ça qui va être l'attrait, qui va faire que les gars se surpassent. Ils sont là, ils sont présents, ils vont se surpasser les uns et les autres parce que le rugby veut que quand on le pratique, on se surpasse, on donne le meilleur de soi. Ce 19 octobre 2007, Fabien Pelous est seul avec lui-même. Après ce match, il raccrochera les crampons. Mais comme il est blessé, c'est donc dans les tribunes qu'il assiste à la défaite de ses camarades, 34-10. Le lendemain du match de la 3e place, où on se retrouve tous dans un endroit et en fait on vit les derniers moments et on ferme la parenthèse. Alors là, tout le monde s'embrasse, on se fait des câlins, voilà, parce que on a quand même la sensation d'avoir vécu, même si on n'a pas gagné, d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel en termes d'émotion. Et donc, je crois qu'on a bien conclu cette Coupe du Monde. On l'a bien conclu par cette soirée où voilà, on s'est rapprochés et on avait besoin de contact physique en fait. Voilà. Et c'est vrai que dans le rugby, on a cette spécificité que les corps se touchent, quoi. Et dans la vie normale, les corps se touchent pas. Et ce moment-là, on avait besoin, voilà, de se serrer, individuellement, collectivement, de sentir nos corps en contact une dernière fois avant de fermer la parenthèse. Vous venez d'écouter Les Géants du rugby, un podcast Europe 1 Studio produit par Sébastien Guyot et réalisé par Christophe Davio. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec un autre géant du rugby français. À très vite sur le site et l'application Europe 1 ou sur votre plateforme d'écoute préférée.